Alors bonjour, dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais continuer à corriger l'exercice numéro 4 sur l'étude d'un condensateur blanc. Donc dans la première question dans laquelle on a déjà répondu dans la première vidéo, on a montré que le champ électrique il est porté par l'axe EZ et il ne dépend que de Z. Et donc maintenant dans la question numéro, donc je vais traiter les questions 2, 3 et 4 dans lesquelles on va essayer de trouver l'expression de l'induction électrique D et puis on déduire l'expression de champ électrique E en deux points de l'espace. Donc dans la question numéro 2, on demande de travailler à l'extérieur du condensateur et de montrer que ce champ est nul. Donc on va montrer que D est égal à 0, E est égal à 0. Dans la question numéro 3, on va travailler à l'intérieur du condensateur et on va montrer que ce champ D et donc E encore sont constants. Donc là, on va montrer que D, c'est un vecteur constant. Ok. Alors que là, dans la première, on va montrer que D est nul. Bien sûr, si D est nul, le champ électrique encore est nul. Et bien sûr, pour terminer, donc la question 4, puisque dans la question 3, on va montrer que D est constant, on va essayer de déterminer la valeur de cette constante-là. On vous dit, trouvez l'expression maintenant de vecteur D. C'est-à-dire, on va trouver quelle est la valeur de cette constante. Puisqu'on dit que c'est une constante, il faut la déterminer, on vous dit, en fonction de sigma L, la densité de charge. Donc je vais prendre mon tableau blanc et on va commencer. Donc je vais commencer par la question numéro 2. On va essayer de montrer que D qui est égal, donc je suis à l'extérieur, est égal à epsilon 0E est égal à 0. Voilà mon objectif. Ça, c'est l'objectif de la question. Ok. Donc, bien sûr, on va prendre le condensateur. Donc, on va travailler à l'extérieur. Donc, on est à la zone. Donc, là, c'est là où vous avez le diélectrique caractérisé par epsilon. Et à l'extérieur, vous avez le vide caractérisé par son epsilon 0. Okay. On va travailler à l'extérieur de condensateur. Donc, puisqu'on vous dit essayer d'utiliser le théorème de Gauss, donc là, ça vous le connaissez déjà en S2, lorsque vous avez des plans infinis. Donc, la surface de Gauss, normalement qu'on doit utiliser, ça va être un cylindre. Et là, pour que je puisse travailler à l'extérieur, donc je vais prendre un cylindre dont les bases sont situées à l'extérieur de condensateur. Ok, plus ou moins, c'est ça. Pardon, je vais refaire ça. Ok, c'est bon. Alors, donc je vais appeler donc celle-là, ça va être, si vous voulez, la base. Donc je vais appeler celle-là SB2. Et celle-là, je vais l'appeler SB1. Et bien sûr, vous avez cette surface latérale, SL. Ok. Donc je vais choisir là mon axe Z. Ok. Donc celle-là, cette surface, elle est située à Z2. Et puis là, vous avez Z1. Ok. Alors,
Donc on va utiliser, donc avant de commencer à utiliser le théorème de Gauss, donc je vais essayer de déterminer les vecteurs normal à chaque surface. Donc là, sur cette surface-là, le vecteur normal doit être donc dirigé toujours vers l'extérieur. Dans ce sens, donc ça, je vais l'appeler, si vous voulez, N2. Et puis de ce côté-là, je vais avoir N1. Et bien sûr, si vous voulez, vous avez encore là, sur cette surface-là, le vecteur N3. Sur la surface latérale. Alors, pour le vecteur D, ou bien pour le vecteur champ électrique, d'ailleurs c'est pareil pour le sens. Alors, cette surface-là, elle est chargée positivement. Pardon, celle-là, elle est chargée négativement et celle-là, elle est chargée positivement. Donc là, vous avez plus sigma L, moins sigma L, pardon. Et là, vous avez plus sigma L. OK? Et donc, pour le vecteur champ, donc le champ va être toujours dirigé vers les charges négatives et il s'éloigne des charges positives. Et donc, si vous êtes de ce côté-là, le champ doit être dirigé dans ce sens. T ou bien E, d'ailleurs c'est la même chose. Alors à l'intérieur, je ne m'intéresse pas à l'intérieur, mais le champ va être dirigé. Pardon. Alors qu'à l'extérieur, là je vais avoir mon vecteur qui est dirigé dans le même sens que N. Donc il s'éloigne de la charge positive. Alors maintenant je vais appliquer le théorème de Gauss. Donc il va vous dire que l'intégrale sur la surface fermée de Gauss, donc le cylindre là, ds, le flux donc de champ induction électrique est égal à la somme des charges libres à l'intérieur de votre surface. À l'intérieur. Okay. Faites attention là, je ne prends que les charges libres. D'ailleurs, je travaille avec le vecteur D pour éviter de prendre les charges de polarisation. Alors, là, cette intégrale, cette intégrale, je peux le diviser en 3. Donc, c'est l'intégrale sur la base 1, plus l'intégrale sur la base 2, et puis l'intégrale sur la surface latérale. Donc, vous pouvez rapidement voir que sur la surface latérale, le champ D est perpendiculaire à la normale, et donc là, cette intégrale, le flux sur la surface latérale serait toujours nul. Et donc cette intégrale là, donc il va être égal à l'intégrale sur la base 1 d. Alors là, ça va être d2, si vous voulez, de z1. Ce que je souhaite, j'ai fixé le z ds. Je vais appeler ça ds1, c'est-à-dire je suis sur la base 1. OK? Plus intégrale d. Et là, je suis sur z2. OK? ds2. OK? Et tout ça est égal à la charge libre à l'intérieur. OK? Alors, pour la surface inférieure, le D est dans le même sens que ds1. Donc, ça va donner là, tout simplement, donc c'est donc d de z1 que je peux faire sortir à l'extérieur parce qu'il est constante pour le même z. OK? Sur donc intégrale ds1
plus, pardon, là ça va être moins, parce que là vous avez le signe inverse, d de z2 intégrale ds2. Ok, est égal toujours QL. À l'intérieur, bien sûr. QL, c'est à l'intérieur. Alors, bien sûr, l'intégrale de ds1 sur la base B1, là c'est la base B2, ça va être tout simplement la surface de cette base que je vais appeler S. Ok, SB si vous voulez, de la base du cylindre. D'ailleurs, là c'est la même chose parce que on va avoir la même surface S de B. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir là? Je vais avoir D de Z1 moins D de Z2 qui est égal à QL sur SB. Ok? Avec maintenant, c'est quoi QL? QL intérieur. Ok? Alors, la charge à l'intérieur là dans mon schéma, ça va être en effet, ça va être les charges que je vais avoir sur cette surface là, l'intersection de plan négatif avec mon cylindre, celui-là il est chargé négativement. Donc, cette surface-là qui est chargée négativement, et puis encore l'intersection de mon cylindre avec le plan positif. Donc là, celui-là, il est chargé, si vous voulez, positivement. Okay? Voilà les charges. Donc là, je vais avoir des charges négatives, et là, je vais avoir des charges positives. Alors, donc, ça veut dire que QL, à l'intérieur, ok, c'est, si vous voulez, Q1, je vais appeler celle-là Q1, ou bien je vais l'appeler Q+, plus Q-. Donc, la première Q+, là, c'est quoi, en effet? Donc, c'est sigma L fois la surface de cette surface. C'est la surface SB. Ok? Plus, ou bien c'est moins, en effet, là, moins sigma L SB. Et bien sûr, ça, c'est 0. Et donc, finalement, là, si vous voulez, là, je vais voir un 0. Ok? Alors, qu'est-ce que ça signifie ça? Je vais changer de page. Donc, essayez. Donc là, signifie que dz1 est égal à dz2. Donc, signifie que d de z1 est égal à d de z2. Signifie encore ça parce que z1, ze, on est pris d'une manière arbitraire. Ça veut dire que d ne dépend pas de z. Il est constant par rapport à z, si vous voulez, est égal à une constante. Mais faites attention là, pour le choix de z, quel que soit z, donc, pardon, d de z est égal à une constante, quel que soit z, appartient à quoi? À l'intervalle moins infini 0 ou bien à l'intervalle e plus l'infini. Signifie quoi ça? Ça veut dire signifie que vous êtes à l'extérieur. Voilà votre condensateur.
Voilà l'axe Z. Alors là, si vous voulez, donc vous avez ça, c'est 0. Là, vous avez E. OK. Et donc, vous êtes dans l'espace à l'extérieur de, donc, moins l'infini 0, ça veut dire que vous êtes de ce côté-là. Et E plus l'infini, ça veut dire que vous êtes de ce côté. OK. Donc, là, le D de Z est égal à une constante. Alors, puisque c'est une constante, il faut déterminer cette constante. Alors, comment est-ce que je peux déterminer cette constante? Il suffit de calculer le champ D à un point qui appartient à cet intervalle. Alors, or là, je peux remarquer que l'infini fait partie de mon intervalle. Donc, j'ai le droit de prendre l'infini. Alors, on sait très bien que le champ, que pour Z tendre vers plus ou moins l'infini, le champ physiquement, doit être nul. Donc, D de l'infini est nul. OK? Signifie quoi là? Que, donc si vous remplacez là D de l'infini est égal à 0, ça veut dire que la constante est nulle. OK? Signifie rapidement ça que D est égal à 0. Donc je vais faire ce résumé dans une autre page. Signifie que D donc est égal à 0 et donc le champ E est égal à 0. Okay. Quel que soit Z appartient à l'intervalle moins l'infini 0, intersection E plus l'infini. C'est-à-dire vous êtes à l'extérieur. Okay. Voilà le résultat final de cette question. OK. Passons maintenant à chercher le champ à l'intérieur du condensateur. Alors, toujours voici mon condensateur. Voilà l'axe Z. OK. Donc vous avez là, si vous voulez, vous êtes à 0. Là, c'est E. Donc à l'intérieur, vous avez epsilon. OK. Donc maintenant, je vais choisir, plus ou moins, je vais travailler avec la même méthode, sauf que je vais choisir mon cylindre. Donc là, je suis sur la question 3. Je vais choisir mon cylindre à l'intérieur. Donc voilà, je vais prendre un cylindre à l'intérieur. OK. Voilà la base supérieure. Et voilà la base inférieure. OK. Alors, bien sûr, là vous avez moins sigma L. Là vous avez plus sigma L. Et donc, le champ électrique va être dirigé toujours, il s'éloigne de la charge positive vers la charge négative. Et donc là, le champ D, bien le champ E, vont être dans ce sens. Et puis là, ça va être dans ce sens. Voilà. Le champ à l'intérieur doit toujours aller dans ce sens. Dirigé vers les potentiels décroissants. Alors, pour les vecteurs unitaires, bien sûr, là je vais voir le vecteur unitaire, je vais l'appeler si vous voulez N2. Et là je vais voir N1 dans son sens, faites attention, toujours vers l'extérieur. OK? Et donc, si vous appliquez maintenant, bien sûr, je ne vais pas parler de la latérale. Donc la latérale, là, comme j'ai dit avant, vous pouvez définir si vous voulez, voilà N3.
Et N3 à ce moment-là, il est toujours perpendiculaire au champ. Ok? Et donc là, pour cette surface latérale, le champ il est nul. Pardon, c'est pas le champ il est nul, mais le flux il est nul. Ok? Alors, ça veut dire que les lignes de champ ne sortent pas par cette surface-là. Ok? Les lignes de champ elles sont dirigées dans ce sens. Alors, donc on va appliquer le théorème de Gauss. Donc, sur la surface, donc cette surface sigma, donc là, sigma c'est tout le cylindre, hein, faites attention, c'est pas la surface latérale. Donc ça c'est le cylindre, D, ds égale aux charges à l'intérieur. Ok? Mais vous voyez qu'à l'intérieur, il n'y a pas de charge. Donc là, c'est zéro. Il n'y a pas de charge libre. Hein. Faites attention parce que quelqu'un va me dire, mais je suis à l'intérieur d'un dielectrique. Oui, je suis à l'intérieur d'un dielectrique. Mais moi, je ne m'intéresse pas aux charges de polarisation. Donc les charges libres, il n'y a pas de charge libre parce que les charges libres, ils sont sur les armateurs. Donc là, il n'y a pas de charge libre. Il y a un zéro. Faites attention, si vous appliquez le théorème de Gauss pour le calcul de champ E, à ce moment-là, c'est un peu différent parce qu'à ce moment-là, il fallait prendre en considération les charges de polarisation qui existent à l'intérieur. Okay? En tout cas, on va montrer après qu'ils sont en surface, mais pour le moment, on ne peut rien dire. Alors, donc la même chose là, cet intégral, donc il va être égal, c'est l'intégrale sur la base, sur les deux bases, donc la base inférieure, que je vais appeler donc celle-là, si vous voulez, c'est B1. Donc là, j'intègre sur B1, donc plus l'intégrale encore sur D. Vous voyez là que cette surface n'est pas fermée, faites attention, la surface fermée, c'est le cylindre complet. Ok, ds2. Là, ça, c'est la base 2, la base supérieure. Donc ça est égal à 0. Ok. Alors, là, donc, pour cette surface-là, je peux dire que là, je suis à un Z1. Et pour cette surface-là, je suis pour un Z2. Faites attention, Z1, Z2, ils sont entre 0 et E. Donc Z1, c'est entre 0 et E. Et encore Z2. Ok, donc si vous voulez, pas comme ça. Mais donc, Z1, je l'ai pré-inférieur. Donc Z1, là vous avez Z2. Et puis, tout ça, c'est inférieur à. Okay, donc je suis sur l'intervalle 0 parce que je vais à l'intérieur. Alors, donc là, ce D-là, donc il ne dépend que de Z1. Donc je peux faire sortir là. Donc D de Z1 intégrale sur cette surface. Donc ça va être S1. Ou bien SB. Est-ce qu'on appelait ça déjà SB? Est-ce qu'avec un signe moins? Oui, avec un signe moins là. Plus, donc D de Z2. Alors là, il n'y a pas de signe moins parce que D, il est dans le même sens que N. Donc SB encore est égal à 0. Alors là, je peux simplifier avec les surfaces. Et vous avez encore une fois dz1 qui est égal à d de z2. Quel que soit z1, z2 dans l'intervalle 0. Ceci signifie que d de z est égal à une constante sur... Faites attention, cette constante, ce n'est pas forcément la constante qu'on a trouvée dans la question numéro 2. Donc c'est une autre constante. Okay? Si vous voulez, une constante prime. Okay? Donc quel que soit z entre 0 et E. Okay? Donc il faut la chercher. Hein? Il faut chercher ces constantes. Mais ça, c'est l'objectif de la question numéro 3, 4. Voilà maintenant mon résultat. Ou bien vous pouvez dire que le vecteur D est un vecteur constant. Okay? Et de même pour le vecteur
électrique E. À l'intérieur, c'est un vecteur constant. Le champ électrique à l'intérieur d'un condensateur, il est constant. Ça, c'est lorsque Z il est entre 0 et E. Maintenant, on va essayer de chercher cette constante. Et pour la chercher, on va utiliser encore une fois le théorème de Gauss. Et on va changer la surface de Gauss. Donc, je vais prendre une page vierge. Voilà. Je vais prendre mon condensateur. Voilà l'axe Z. Donc cette fois-ci, je vais prendre. Donc là, vous avez moins sigma L. Et là, vous avez plus sigma L. Ok. Alors, donc je vais prendre un cylindre cette fois-ci. Ok. Dans cette région-là. Ok. Voilà, la première base, elle est à l'intérieur. La première base de mon cylindre, elle est à l'intérieur. Et la deuxième base, elle est à l'extérieur. Ok. Alors, je peux... Donc là, ça, je vais appeler ça, si vous voulez, Z. Ok. Je ne m'intéresse pas à là, parce que là, pour cette surface, le D, il est nul. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'extérieur. Ok. Parce qu'on a montré ça déjà, c'est 0. Alors là, le D il est constant, mais on ne sait pas la valeur est égale à combien pour le moment. Donc là, on sait très bien que ce D il est dirigé dans ce sens, il est constant, mais on cherche sa valeur. Pour le moment, on essaye de chercher sa valeur. Le vecteur unitaire, il est dans ce sens. Ok. Alors, si on applique donc le théorème de Gauss sur la surface du cylindre, donc c'est sigma, surface de Gauss, donc ds est égal à la charge, les charges qui sont à l'intérieur, dans mon cylindre. Alors, cette intégrale-là, c'est la somme de trois intégrales. Donc, vous avez l'intégrale sur cette base, sur la base inférieure et sur la surface latérale. Alors, sur la surface latérale, vous êtes d'accord que le flux il est nul. Encore là, le flux il est nul parce que le champ il est nul. Et donc, qu'est-ce qu'il reste? L'intégrale sur cette base-là. Donc, ça va donner quoi sur cette base? D, les constantes, je peux le faire sortir. Donc, D de Z est égal, pardon, D de Z fois SB, la surface, égale à quoi? À la charge à l'intérieur. Alors, la charge à l'intérieur, il est où? Donc là, voilà l'intersection de votre cylindre avec cette surface. Alors là, vous avez une charge. Dans cette situation-là, c'est une charge positive. Ok, c'est une charge positive. Donc ça va donner quoi? Plus sigma L fois SP. Donc on peut simplifier avec les surfaces et finalement, votre D de Z, c'est une constante. Et cette constante, c'est sigma L.
Voilà. Donc, comme résumé, donc là, si vous voulez, donc, je vais résumer dans un autre diapo, comme résumé. Donc, le vecteur D égale à D de Z, EZ, et le vecteur E, c'est D sur epsilon, avec, donc qui est égal, encore EZ, ok, est égal encore, donc D de Z sur epsilon, EZ. Ok, donc avec D de Z, donc c'est quoi? C'est soit sigma L, soit 0. Sigma L lorsque Z il est entre 0 et E, et 0 à l'extérieur, donc sinon, on va dire, c'est Z n'appartient pas à cet intervalle. Et donc, E de Z, si vous appliquez cette formule-là, donc ça va être sigma L sur epsilon, si vous êtes à l'intérieur, bien sûr avec epsilon, c'est epsilon 0, epsilon R. Et 0, sinon, ça veut dire si vous êtes à l'extérieur. Ok? Voilà le résumé de les 3 questions qu'on a traitées dans cette partie de correction. Donc je vais m'arrêter là. Donc avant de m'arrêter, donc je vais juste faire un petit schéma. Donc voilà votre condensateur. Ok. Donc à l'extérieur, E est égal à 0, là. Encore de ce côté-là, E est égal à 0. Et là, vous avez le champ E qui est dirigé dans ce sens et est égal à quoi? À sigma L sur epsilon. Et si vous prenez D, voilà moins D est égal à sigma L. Et bien sûr, à l'extérieur, ça est égal encore T. C'est égal encore à T. Ok, bien sûr, là, faites attention. Là, c'est moins sigma L. Et là, vous avez plus sigma L. Alors, si vous faites un autre schéma là, je peux présenter les champs graphiquement. Alors, pour le champ donc D de Z, je vais normalement prendre l'axe de cette manière-là. Ok, alors, D de Z en fonction de Z. Ok. Alors, voilà. Pardon. Oui, donc là, ça c'est 0. E. Ok. Ça c'est la valeur sigma L.
Et donc, voilà le champ alors là, voilà le champ. Okay. Vous avez une discontinuité là. Vous passez à 0. Et de ce côté-là encore, vous avez une discontinuité et vous passez à 0. Vous pouvez voir que là, vous avez des discontinuités. Alors là, vous avez une discontinuité. Là, vous avez encore une discontinuité. Okay. Ça, on va le traiter après dans la suite de cours. Alors, pour le champ électrique, d'abord la même chose. Si vous essayez de tracer le champ E, alors E de Z en fonction de Z. Donc voilà E, 0. Et là, vous avez la valeur sigma L sur epsilon. Okay. Alors là, vous avez une valeur constante, oui, une discontinuité, et ça passe vers 0. Et encore là, une discontinuité, et ça passe vers 0. Là, vous avez une discontinuité. Alors, vous pouvez rapidement constater là que là, vous avez un saut qui est égal à sigma L. Donc, vous passez directement d'une valeur qui est égale à sigma L vers une valeur qui est égale à... Donc, si vous appelez par exemple cette valeur, vous l'appelez D1. Cette valeur, vous l'appelez D2. Vous pouvez constater que D1 moins D2 est égal à sigma L. Okay. Là, donc si vous appelez cette valeur, vous l'appelez E1. Et celle-là, vous l'appelez E2. Alors, E1 moins E2, c'est sigma L sur epsilon. Okay. Donc, ça, on va le montrer après lorsqu'on va parler des continuités et des discontinuités des champs électriques et des champs magnétiques. Okay. Faites attention que là, en effet, la valeur dont je parle là, c'est les valeurs normales. Okay. Donc là, c'est la valeur normale de D et la valeur normale de E, parce que dans cet exercice, le champ était normal à la surface de séparation. Donc sur la surface de séparation, le champ E là était normal. Okay. Donc la seule composante qu'on a dans cet exercice était la composante normale. Pourquoi je signale ça? Parce que après on va parler de la continuité et la discontinuité des composantes normales et tangentielles d'un champ. Okay. Donc je viens de terminer ces deux questions-là, ces trois questions. Et donc je vais continuer avec les autres questions dans une autre vidéo. Merci.